Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Le Maroc et les Émirats arabes unis, un partenariat stratégique solide et multidimensionnel. Dans le cadre de la visite officielle du souverain aux Émirats arabes unis, Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président de l'État des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, ont signé hier la déclaration vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis. En tout, 12 mémorandums d'entente ont été signés. Objectif, traduire la complémentarité entre les deux pays en une solidarité qualitative, en un investissement durable, instaurer un modèle de coopération économique et d'investissement global et équilibré, ouvert sur le secteur privé et générateur de bienfaits et de développement pour tous, et activer une coopération pragmatique et concrète par le biais de projets structurants répondant aux intérêts des deux parties, notamment dans les secteurs sociaux, économiques et des infrastructures, des transports, de l'eau potable, de l'agriculture, de l'énergie, du tourisme, de l'immobilier, ainsi que dans les domaines de la formation et de l'emploi. L'occasion de rehausser les relations entre les deux pays et leur coopération commune vers des horizons plus larges à travers des partenariats économiques agissant au service des intérêts suprêmes mutuels et générateurs de progrès et de prospérité pour les deux pays. Le souverain et le président émirati ont réitéré leur ferme volonté de renforcer, de poursuivre et de développer davantage ces relations exceptionnelles et de les hisser au rang d'un partenariat innovant, renouvelé et multidimensionnel couvrant tous les domaines. Un partenariat ambitieux dans ses objectifs, novateur dans ses modes de consolidation et avancé dans ses mécanismes de mise en œuvre, et ce sur la base des intérêts communs et au service des deux peuples frères. Dans ce sens, les deux chefs d'État ont insisté sur l'ambition des deux pays de mettre en place des partenariats économiques stratégiques communs et pionniers au niveau des marchés régionaux et internationaux, notamment dans l'espace africain. Quels sont les termes de ce partenariat? Quelles sont les attentes et comment cette coopération peut être mutuellement bénéfique pour le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis? C'est le sujet de ce soir, et avec nous pour en parler, Monsieur Moustapha Sahimi. Vous êtes politologue et professeur de droit à l'Université Mohammed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également Zakaria Aboudahab. Vous êtes professeur de relations internationales également à l'Université Mohammed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir Madame Khamenei. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Et puis avec nous également depuis Casa, Monsieur Ali El-Harichi. Vous êtes doyen de l'Institut Sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Donc commençons par parler de cet accueil en grande pompe de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le souverain qui était accompagné d'une délégation, une grande délégation. Que peut-on dire donc de cet accueil? Je commence par vous, Monsieur Moustapha Aboudahab. Zakaria Aboudahab, en tout cas. Zakaria, merci beaucoup. Pardon. C'est un accueil, comment dirais-je, digne de la stature de Sa Majesté le roi, digne aussi du lien, je dirais, affectif, personnel entre les deux chefs d'État, Ben Zayed, et donc c'est tout le capital engrangé à la suite de sa fondation par les illustres souverains, feu Sa Majesté le roi Hassan II et feu Cheikh Zayed. Et donc aujourd'hui, on le voit très très bien, en plus de ce protocole exceptionnel, mais également de, moi je dirais, la symbolique aussi de la rencontre, son timing, etc. Je crois que ça annonce une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays, sachant bien que déjà substantiellement depuis la proclamation des Émirats arabes unis, le 2 décembre 1971 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même des réalisations majeures sur pas mal de plans, nous y reviendrons probablement, et notamment la création en 1985 d'une commission mixte qui a poussé et donner une impulsion à ces relations exceptionnelles, je crois, dans le monde arabe, voire même au niveau mondial, puisque, il faut le dire, nous reviendrons à ce programme titanesque qui a été acté hier. Je crois qu'il faut être fier d'abord d'appartenir au Maroc, d'avoir un illustre souverain qui ne cesse de
propulsé le Maroc pour occuper des places très avancées à l'échelle mondiale. Et si cet accueil lui a été réservé hier en grande pompe, cela indique beaucoup, encore une fois, sur son poids, sur la symbolique qu'il incarne, et sur les messages aussi qu'il porte, et sur aussi son plaidoyer en faveur de la cause marocaine, de la cause arabo-musulmane et la cause mondiale tout court. Absolument, donc des relations exceptionnelles, une nouvelle ère également dans les relations entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis. Les relations entre le Maroc qui sont des relations historiques, authentiques et qui ne datent pas d'hier. Que peut-on dire de cette histoire entre ces deux pays, Monsieur Sahimi? D'abord, sur l'accueil, c'était votre première question et ce qu'a dit mon collègue. Il y a deux éléments à prendre en considération, me semble-t-il. Le protocole des chefs d'État, il est connu. C'est un protocole standard. Mais là, en l'espèce, c'est un protocole particulier, c'est-à-dire le faste, la chaleur, c'est important à relever. Deuxième élément, me semble-t-il, à propos de cette visite royale, c'est le moment. On aurait pu penser que, compte tenu du contexte régional de tensions, de crises et de guerre même qu'il y a au Proche-Orient, il y a eu un autre moment pour cela. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, donc c'est extrêmement important qu'il y ait eu cet accueil donc avec le FAS, j'y reviens pas. Ensuite, le choix du moment d'importance. Le choix du moment aussi, c'est une manière de réaffirmer la dimension et la singularité des relations entre les deux pays, c'est connu. Mais c'est aussi, pour le souverain, me semble-t-il, un acte politique de présence dans une région. Alors, je vais faire référence au communiqué commun. C'est intéressant, ce communiqué commun. Il est simplement consacré sur les questions bilatérales. Absolument. Il n'y a aucune référence à ce qui se passe dans la région ni ailleurs. Donc ça aussi, c'est une volonté commune des deux souverains de privilégier leurs rapports bilatéraux et le communiqué commun se limite précisément à ce périmètre-là. Mais nul doute qu'en dehors de l'agenda officiel et de cette journée donc du 4 décembre, il y ait des entretiens, d'ailleurs c'était le cas, privés, particuliers, entre les deux chefs d'État, et que c'est l'occasion d'aborder, me semble-t-il, un certain nombre de questions locales, régionales en particulier, avec des échanges de vues. Il est connu sur ce plan-là que Sa Majesté a des positions claires pour ce qui est de la cause palestinienne et du processus devant et pouvant conduire à un règlement de cette question palestinienne. Absolument, la solution à deux États. Oui, ça a été réaffirmé avec précision dans le discours du souverain du 6 novembre à l'occasion de la Marche verte. Donc il y a là des positions qui sont affirmées. Elles vont d'ailleurs au-devant de celles du Cheikh Zayed, et il y a là une convergence. Il y a aussi une autre approche peut-être qui va se dessiner, une coordination me semble-t-il, mais je n'en sais rien, mais je formule l'hypothèse, c'est que les deux chefs d'État qui ont un statut de crédibilité dans la région sur la question palestinienne se concertent pour faire avancer précisément la question palestinienne et essayer de créer un climat favorable pour une solution. Vous savez quel est le problème aujourd'hui? Ce n'est pas le sujet, mais je le dis. C'est qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui. C'est une situation de guerre, évidemment, avec tous les problèmes et les drames de la population palestinienne, c'est connu. Mais il faut bien chercher maintenant les voies et les pistes du jour d'après. C'est-à-dire, il faudra bien que la communauté internationale se mobilise pour dessiner les axes d'une solution négociée. On ne peut pas se contenter simplement de dénoncer les conditions humanitaires qui sont faites à la population palestinienne sans que la communauté internationale se préoccupe de cela. Et d'ailleurs, c'était aussi dans le discours du souverain du 6 novembre, où il a fortement interpellé les puissances importantes et la communauté internationale pour qu'elles prennent enfin en charge ce dossier. Absolument, et revenons donc sur cet accueil. Je vais vous interpeller, Monsieur El Haréchi, pour parler de cet accueil. On reviendra sur la question de tout à l'heure. On vous redonnera la parole, Monsieur Sahimi. Allez-y, Monsieur El Haréchi, pour donc cet accueil en grande pompe de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Que peut-on dire de cela? D'abord, comme je rejoins ce qu'a dit mes collègues, et surtout cet accueil-là, c'est une visite historique qu'effectue Sa Majesté le roi Mohammed VI
aux Émirats arabes unis. Il faut dire que cette visite, c'est la première visite après l'élection par le Conseil suprême du président, donc Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan au poste de président des Émirats arabes unis. Et puis nous avons vu l'accueil d'un frère, l'accueil. Donc, ça témoigne de la solidité de la relation entre les chefs de l'État, entre les peuples marocains et émiratis, et ça témoigne aussi de la solidité et de la consolidation, comme vous avez dit, d'un partenariat novateur, de la consolidation de ces relations qui sont là depuis la proclamation des Émirats arabes unis en décembre 1971. Et cette relation a toujours été dans une constance, dans une permanence, et puis toujours dans une fraternité, un renforcement des relations au-delà de la fraternité, au-delà de l'amitié, mais aussi d'un partenariat économique, un partenariat qui englobe aussi ce qui est humain. Et sincèrement, quand on voit là je reprends ce qu'a dit Semi, quand on voit l'accueil, c'est pas un accueil normal d'un chef d'État, c'est vraiment un accueil qui témoigne du respect que témoignent les Émirats arabes unis et son président à Sa Majesté le roi Mohammed VI, et surtout au respect et à l'amitié qu'entretient le Maroc et les Émirats arabes unis depuis donc la proclamation des Émirats arabes unis en décembre 1971. Des relations donc qui sont ancrées dans le temps, une coopération profonde, authentique et une relation d'estime mutuelle, comme vient de le préciser Monsieur Harichi, merci. Donc, comment ont évolué les relations entre le Maroc justement et les Émirats arabes unis? Mollo mollo, comme on dit. On va dire le noyau dur n'était autre que Cheikh Zayed, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde, et feu le roi Hassan II également, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. Ils ont développé un lien personnel, mais permettez-moi de vous dire quand même que le Maroc a fait un choix stratégique dès le départ. Parce que ce qu'on nous appelons traditionnellement les monarchies du Golfe, le Maroc a su quand même se positionner au cœur de cet espace géographique, mais également géopolitique. On s'en souvient aussi, la démarche marocaine a été toujours une démarche de soutien du sunnisme incarné par ces monarchies, parce qu'on sait très bien que les ambitions iraniennes, à partir de 1979, ont essayé un peu de perturber, si vous voulez, la tranquillité de ces monarchies. D'ailleurs, l'éclatement de la guerre, la première guerre du Golfe, en 81. On se souvient également de la position courageuse de feu le roi Hassan II, en 90, quand il a soutenu, évidemment, l'intégrité territoriale du Koweït. Alors, par extension, quand on parle du Koweït, on parle des Émirats arabes unis. Quand on parle des Émirats arabes unis, par extension, on parle de l'Arabie saoudite. Nolens volens, bien entendu, comme le disent les juristes, il faut prendre en considération parfois quelques zones de turbulence avec la crise du Qatar en 2017 et la position courageuse de Sa Majesté également, qui au final a été actée puisque le Qatar est revenu au Conseil de coopération du Golfe, qu'il faut le rappeler pour les téléspectateurs. Le Conseil des pays du Golfe a réitéré son soutien à la marocanité du Sahara Est aujourd'hui. Et c'est ce que je veux dire, c'est on finit par engranger les fruits d'un investissement en termes de capitaux symboliques et autres, diplomatiques. Et donc ce qui fait que, je le crois fort bien, nous sommes en train aujourd'hui, nous sommes dans des accélérations très très importantes. Ce que nous avons vu hier est digne d'un... comment dirais-je, des 7 travaux d'Hercule. Véritablement, ça demanderait, à mon sens, la création d'un ministère ad hoc chargé de piloter tout ce programme. Ça me rappelle curieusement le programme substantiel passé avec les Espagnols le 2 février 2023, lui-même, avec ses 71 points. Lui aussi annonce des transformations extrêmement importantes, peut-être avec les collègues, nous y reviendrons. Absolument, on va y revenir, mais je vous laisse quand même l'occasion de parler des relations entre les deux pays. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord ceci. Il y a une qualité particulière dans les relations entre les deux pays, qui remonte au précédent règne, ça a été dit. Et oui, il y avait des relations exceptionnelles entre le roi Hassan II et le Cheikh Zayed. Bien, ça c'est un acquis qui est resté. Deuxième élément, les relations du Maroc avec les 6 monarchies du Golfe. Je voudrais formuler l'hypothèse qui est celle-ci.
c'est avec les Émirats que le Maroc a les relations les plus étroites. Ah oui, il y a des relations privilégiées avec l'Arabie Saoudite, avec le Koweït, avec d'autres, etc. Vous savez. Mais me semble-t-il, c'est avec les Émirats qu'il y a les relations les plus étroites et les plus confiantes aussi. Et ça, c'est important. C'est important non seulement pour ce qui est du soutien à la cause nationale, mais les monarchies soutiennent la cause nationale, je n'y reviens pas, mais le fait qu'il y ait une sorte d'intimité entre les deux pays. Et ça se vérifie dans la politique de concertation. Je vous rappelle qu'en mars 2015, il y avait eu la visite de Cheikh Zayed à Casablanca, au Maroc. Et à cette même occasion avait été signée une quinzaine de conventions et de mémorandums. Et c'est intéressant, je me suis intéressé aux détails des conventions de 2015 par rapport, etc. Nous sommes dans la même problématique, avec évidemment des éléments nouveaux, notamment les énergies, tout ça, etc. Mais il y a là quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est un matelas d'intérêts croisés, une vision partagée d'une coopération. Et ce que je dois dire, c'est autant la coopération politique et la concertation fonctionnent très bien, autant au niveau économique, ça n'est pas à la hauteur des ambitions. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des échanges commerciaux d'à peu près 15 milliards de dollars. C'est important en 2022. Oui, mais dans le détail. Dans le détail, nous ne vendons que 1,5 milliard de dollars et nous importons 13 et quelques milliards de dollars. Donc il y a là un gros travail qui doit être fait pour équilibrer les échanges commerciaux. Ça doit être mutuellement bénéfique. C'est important. Alors, il y a eu en 2001 un accord de libre-échange. Les gens l'oublient. Il y a eu un accord de libre-échange avec les Émirats, c'est dans le cadre de la politique de diversification du Maroc. Vous savez que le Maroc a signé jusqu'à aujourd'hui 54 accords de libre-échange, intéressant plus d'une centaine de pays. C'est un marché potentiel, il faut le dire, de 1,5 milliard de personnes. Donc sur ce plan-là, le Maroc est armé pour une politique d'ouverture et de diversification, mais peut-être la question interpelle les opérateurs marocains, le fait qu'ils n'en ont peut-être pas tiré le maximum de ressources de cet accord de libre-échange, des possibilités donc de promotion des échanges commerciaux. Et on parle aujourd'hui d'un accord qui soit donc mutuellement bénéfique. Monsieur El Harichi, que peut-on dire de ces 12 mémorandums d'entente qui ont été signés ? Les 12 mémorandums, ils traduisent la volonté vraiment d'aller de l'avant et de consolider les acquis, comme a dit Zakaria, les acquis qui sont là depuis le début, c'est-à-dire depuis 58 ans. Juste avant de parler de ces mémorandums, les chiffres, bon, c'est vrai que ce qui a été évoqué en les échanges, un certain déséquilibre, puisque le Maroc exporte 1,4 en 2022 milliards de dirhams de produits et importe aux environs de 7 à plutôt à 14 milliards de dirhams. Mais il ne faut pas oublier que les Émirats arabes unis est le deuxième investisseur direct étranger au Maroc. Absolument. Il est passé deuxième avec 137, c'est-à-dire un stock de presque 137 milliards de dirhams. C'est pour cela, donc on peut, s'il y a un plus ou moins un déséquilibre sur ce qui est commercial, les échanges commerciaux, il y a de l'autre côté, un investissement direct étranger. Donc, l'investissement est encore très important parce qu'il permet la création d'emplois, et puis la consolidation de ces relations. Donc, dans la suite de ça, on voit que ces mémorandums viennent pour augmenter et pour rehausser encore cette relation et ce partenariat, parce que c'est un partenariat qui est certainement innovant, qui est renouvelé puisqu'il existait, et les domaines sont très importants. D'abord, on parle du domaine, par exemple, du transport. Le transport, on parle du TGV, donc qui doit aller de Kenitra jusqu'à Marrakech, c'est-à-dire la préparation pour la Coupe du Monde. Et justement, 2030. quelles sont les attentes par rapport à ce TGV Kenitra c'est la Marrakech? contribution. Si vous voyez dans tous les mémorandums d'entente qui ont été signés, il y a l'intervention et du public et du secteur privé. Donc, c'est un investissement
par rapport, c'est-à-dire que les Émirats arabes unis, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, investissent parce que sur ce projet-là que le Maroc est en train on va pas dire de finaliser, d'entamer pour être prêt à la Coupe du Monde 2030 et surtout que on voit la réussite de la ligne à grande vitesse qui est entre Tanger et Casablanca. Il y a par exemple le cas du gazoduc Maroc-Nigeria. Dans le Absolument. mémorandum, on parle de la manière avec laquelle les Émirats arabes unis puissent contribuer, soit par d'une manière technique ou financière, pour renforcer et pour faire réussir ce projet qui est très coûteux, mais dans les conséquences et les portées géopolitiques sur la région de l'Afrique d'abord, puisqu'il concerne les 13 États africains, de la CEDEAO plus les 2 autres qui sont à l'intérieur, donc 15 États africains plus le Maroc, et le Maroc qui est un pont entre l'Afrique et l'Europe. Donc, sur le plan de la géopolitique, de l'énergie mondiale. Et on voit aussi d'autres, par exemple, par rapport à l'agriculture et la pêche maritime. Le Maroc a une expérience très, très importante dans ce domaine. Et d'ailleurs, parmi les produits exportés pour les Émirats arabes unis, c'est les produits d'agriculture, du phosphate. Et là, c'est une expérience du Maroc, c'est une contribution aussi technique et financière des Émirats arabes unis qui sont présents un peu partout dans le monde en tant qu'investisseur direct étranger, mais comme j'ai dit, c'est le deuxième investisseur direct étranger au Maroc. Il y a une convergence des intérêts, une convergence des compétences pour pouvoir réussir plusieurs projets. Il y a le projet, par exemple, de l'eau, le secteur de l'eau, on en Absolument, parle. et on va laisser M. Aboudahab nous parler de ce bien sûr, projet, justement. avec plaisir. Donc, de l'eau, que pouvez-vous nous dire sur ce mémorandum d'entente? Je voudrais d'abord rappeler que ce que le Maroc a fait, il l'a fait de façon très intelligente, une sorte de congruence, et donc je continue sur la même lancée, celle de mon ami Siali El-Harechi, dans le sens où il y a une conjugaison entre d'abord des approches sectorielles au Maroc, des stratégies de développement qui ont été engagées, notamment grâce à la vision de Sa Majesté, le plan Halieutis Maroc vert, les énergies renouvelables, et en même temps les appuis internationaux pouvant provenir de plusieurs sources, dont d'ailleurs le bilatéral aujourd'hui avec les Émirats arabes unis. Certainement, les Émirats arabes unis ont également des visions croisées, et dans ce sens-là, on parle de projection croisée. Il est clair que les Émirats arabes unis, par exemple, sont dans un processus de déploiement et de décloisonnement régional, du fait que si le projet du gazoduc a été aujourd'hui, je le crois, acté définitivement, eh bien les Émirats arabes unis voudraient également contribuer à sa réussite, parce qu'il est intercontinental. L'eau, c'est fondamental. Sa Majesté, il y a une année à peine, avait dans son discours rappelé la nécessité d'une gestion rationnelle. Je pense que nous sommes les premiers, au moins au niveau des pays en voie ou en développement, à avoir lancé le raccordement entre les régions dans le cadre d'une solidarité interrégionale et en même temps une sorte de gestion intelligente de la rareté de l'eau dans le sens où les pluviométries sont de plus en plus déséquilibrées. Et il est clair, je voudrais aussi rappeler une chose importante, parce qu'il y a les concepts en leur valeur. Vous savez, l'autonomie stratégique du Maroc, ça a été rappelé par Sa Majesté, sanitaire, alimentaire, énergétique, etc. Pour aboutir à la conclusion suivante, c'est que cette rencontre d'hier a été longuement préparée. Mais véritablement, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans des changements d'échelle. On est pratiquement dans un temps géologique, si je peux emprunter cette comparaison, faire cette comparaison. Et véritablement, c'est un partenariat gagnant-gagnant, et je crois que nous gagnerons ensemble à aller de l'avant. Absolument, en restant, vous avez un mot. Oui, sur ça, je voudrais ajouter autre chose. C'est vrai que c'est une réunion qui a été préparée depuis des mois, au niveau de commission interministérielle au Maroc, au niveau de contact avec les mêmes commissions aux Émirats, etc. Parce que pour arriver à une douzaine de conventions de mémorandum, il faut du travail. Il faut du travail en amont. Il faut du travail en amont et il faut des points d'accord. Première chose. La deuxième chose, c'est que les atouts du Maroc sont importants.
les décideurs émiratis sont de formation anglo-saxonne, c'est-à-dire à la pointe des études d'évaluation d'investissement, etc. C'est pas parce qu'on est gentil qu'ils vont venir investir. Il y a des études techniques qui sont très faites, sont très pointues, ils sont assistés par des cabinets internationaux, vous le savez, etc. Et donc, il y a un acquis pour le Maroc, c'est l'acquis politique, qui vient se surajouter à la relation personnelle et de confiance entre les chefs d'État. Vous savez, nous sommes des pays arabes et dans la psychologie des pays arabes et des chefs d'État, il y a aussi ce facteur-là, la relation personnelle et la confiance. Confiance sur les engagements pris et qui vont être tenus. C'est extrêmement important et je crois que c'est un sentiment partagé par les deux chefs d'État et c'est acquis. L'autre point, c'est le fait que nous offrons donc aux investisseurs émiratis de grandes possibilités d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas investir ailleurs, mais ça veut dire que quand même, c'est au Maroc qu'il y a une sécurisation de l'investissement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sécurisation de l'investissement émirati au Moyen-Orient? Je ne le crois pas. Investir où, compte tenu de ce qui se passe? En Afrique, il y a des possibilités, mais c'est compliqué, ce qui se passe en Afrique. Dans les pays européens et occidentaux, vous savez, les mesures qui sont prises, qui sont restrictives pour les flux financiers, les montages, etc. Et donc, le Maroc a cette opportunité-là d'offrir la stabilité, d'offrir de grandes opportunités. Lesquelles? Il y a la charte d'investissement. Enfin, après bien des retards, on a une charte d'investissement qui a été adoptée, qui est maintenant implémentée et qui offre un certain nombre de garanties, d'avantages incitatifs. Et puis, nous avons des projets. Nous avons des projets bancables avec retour sur investissement. C'est dans le détail des mémorandums. Les ports, les aéroports, c'est-à-dire de grands programmes d'infrastructures. L'énergie. L'énergie, on a parlé de l'énergie du gazoduc, c'est extrêmement important. Absolument. Vous savez, le gazoduc demande des investissements de 23 milliards de dollars. Et donc, les études sont bonnes pour sa faisabilité technique. Vous le savez, les travaux vont commencer en janvier. Mais le montage financier aussi est très avancé. Le Maroc attend quoi de ce montage financier? Évidemment, la participation d'institutions internationales, Banque mondiale, FMI, d'autres, etc., plus des fonds souverains. Et Absolument. Le fonds souverain des Émirats arabes unis est extrêmement important, plus la participation d'opérateurs privés. Justement, on parle de mécanismes innovants pour le financement de ces projets. Monsieur El-Harichi, que pouvez-vous nous dire sur ces innovations concernant ces mécanismes de financement? Je pense qu'en parlant de fonds souverains, de fonds qui viennent surtout, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le secteur public et le secteur privé qui vont participer à la réussite de ces mémorandums d'entente. Et quand on parle des projets que nous avons, enfin, les 12 mémorandums, tout à l'heure on a parlé des travaux d'Hercule, mais c'est les fonds, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, ils ont des fonds souverains, ils interviennent dans tout ce qui est finance dans le monde, pas seulement au Maroc, mais par rapport au Maroc, comme a dit Sesrimi, il y a une stabilité, il y a une sécurité, et cela a été même rappelé par le chef d'État émirati quand il a dit au niveau du Maroc, il y a des opportunités et il y a des potentialités pour l'investissement au vu de cette sécurité et de cette stabilité que connaît le Maroc et surtout par rapport à l'investissement. Donc, l'intervention dans ces projets-là va se faire certainement il y aura des banques, il y aura des fonds souverains, il y aura l'intervention aussi de l'État, donc de tout ce qui est public, donc de l'État en investissant. Et tout cela, c'est du win-win. Il y a une complémentarité. Quand on parle de l'énergie, les Émirats arabes unis, ils ont une technicité puisque c'est un produit qui est producteur de pétrole et le Maroc va aussi apporter une complémentarité. Tout à l'heure, on a parlé du plan Haliotis, de l'agriculture. Le cas de l'eau, le Maroc, il a une technicité. Il a fait la première autoroute d'eau au niveau comme dans un pays en voie de développement. Quand on parle d'eau, il y a aussi ces projets de construction de barrages, de stations de dessalement de mer, d'interconnexion de bassins hydriques dans ce contexte de réchauffement climatique, justement, où on a
on en a besoin. Et il y a cette rareté de la pluviométrie qu'on observe depuis quelques années au Maroc. Je vous interpelle là-dessus, M. Abou Dahab, et ensuite je laisse M. Sahimi rebondir sur les paroles de M. El Harichi. Allez-y. Ok, alors d'abord, on est en pleine COP 28, la conférence des parties à la Convention sur les changements climatiques. Sa Majesté à l'époque était encore prince héritier en juin 92 où il a assisté, il a représenté le roi Hassan II. Et donc déjà le développement durable il le porte avec lui. Et le timing, on en a parlé d'entrée de jeu de ce timing parce qu'il est important. Et d'ailleurs, il y a un sommet du Conseil de coopération du Golfe à l'issue duquel, vous l'avez dit tout à l'heure, les 6 monarchies du Golfe ont encore une fois réitéré leur soutien à la pleine intégrité du Maroc au sujet de son Sahara. Ça d'une part. D'autre part, en ce qui concerne les problématiques du changement climatique aujourd'hui, je crois déjà les Émirats arabes unis sont extrêmement interpellés par rapport à ça. Parce que j'ai écouté le discours de Mohammed Ben Zayed à l'ouverture justement de la COP28, parce qu'il a dit que nous sommes un pays très impacté par les changements climatiques et désertiques, mais ils ont quand même pu, on va dire, gérer parfois le stress hydrique, etc., par des moyens colossaux qu'ils ont déployés. Et par ailleurs, dans la continuité de ce que Si Ali avait avancé, parce que déjà dans le texte, il y a eu rappel d'un certain nombre de montages financiers, parce qu'il est question de capitaux, de prêts concessionnels, de prêts commerciaux compétitifs, mécanismes de financement nouveau. Il y a aussi les dons. Et je voudrais quand même dire une chose, je crois, et Sahimi l'avait dit, c'est que les Émirats arabes unis ont une administration au Maroc, justement, qui gère précisément les investissements émiratis au Maroc, mais au Maroc et au-delà, parce que c'est un hub, en fait, régional. Ce qui est important, à mon avis, dans ce genre aujourd'hui, dans cette génération de projets innovants qui sont structurels, parce que c'est un partenariat qui est renouvelé, il est innovant, donc il est créatif, il est enraciné, mutarassakh, on peut dire ancré, très solide, etc. Donc ce qui fait que nous sommes dans des projets d'envergure, mais véritablement qui dépassent, à mon sens, le cadre territorial du Maroc ou des Émirats arabes unis, pour aller vers d'autres territoires connexes, et je peux même trouver des connexions avec, par exemple, ce projet de façade atlantique qui concerne 23 pays de la façade atlantique africaine, d'ailleurs sur lequel on a travaillé hier avec Si Ali, entre autres choses. Et donc, c'est les Émirats arabes unis aujourd'hui rappellent leur soutien au Maroc, c'est aussi par rapport à ce rappel concernant les investissements qui les interpellent, qui les intéresseraient. Et je crois que c'est un partenariat qui va être très bénéfique, non seulement pour le Maroc et les Émirats arabes unis, mais également pour l'ensemble du continent africain. Un partenariat donc bénéfique pour l'ensemble du continent africain. Monsieur Sahimi, je vous laisse l'occasion de parler. Dites-moi. Merci. Sur les potentialités de partenariat et de coopération, évidemment, c'est important. Mais je voudrais rappeler qu'il y a 11 ans, en juin 2013, les Émirats ont fait un don de 1,5 milliard de dirhams avec d'autres pays d'ailleurs. C'est important, c'est-à-dire c'est un don. C'est en 2013, il y a un don de 1,5, et c'est important. Et le total des dons prévus à l'époque, c'était 5 milliards de dollars. Autre chose aussi, les produits innovants. C'est un terme générique qui a besoin d'être explicité. Produits innovants, ça veut dire qu'il y a des montages, c'est-à-dire qu'on sort des procédures habituelles de financement, de concession, etc. Alors c'est quoi? C'est public-privé. Mais dans le privé aussi, il y a plusieurs sources de financement. Il y a ce qu'apportent les entreprises, mais il y a aussi ce qu'apportent les marchés financiers, les bourses, etc. C'est ça les produits innovants. Je vous rappelle qu'en juin de l'année dernière, il y a eu un grand forum d'affaires entre la CGEM et l'organisation correspondante des Émiratis. C'est important, ça s'est tenu à Casablanca, donc ils avaient appelé ça un business talk. Et c'était l'occasion de faire le point sur ce qui est fait et c'est ce qui doit être fait. Je précise aussi qu'il y a une quarantaine d'entreprises émiraties qui opèrent au Maroc, c'est entre 38 et 40, et que le stock, ça a été dit, on le rappelle, le stock des investissements directs émiratis est de 20 milliards de dollars. Donc il y a là des choses possibles. Le Maroc offre des opportunités, il offre la stabilité politique.
il offre la sécurité juridique, La situation géographique la ici. sécurité juridique, la sécurité fiscale, c'est-à-dire c'est important, on ne peut pas changer de fiscalité tous les 6 mois au gré des lois de finances, et c'est un cadre qui était particulièrement attractif, de quoi donc nourrir d'un flux d'investissement encore plus accentué. Et puis, dernier point, la caution royale. C'est-à-dire que c'est le roi qui cautionne tout ce qui est fait et qui lance un appel donc aux chefs d'État émiratis, à tous les opérateurs, pour aller au-delà et vers de nouveaux horizons. Absolument, M. El Harichi. Que pouvez-vous nous dire, vous, sur ce rôle que jouent justement les entreprises publiques et privées? Aujourd'hui, dans le monde, on est dans une nouvelle démarche. C'est le partenariat public-privé, que ce soit sur le plan interne ou que ce soit dans les relations internationales, économiques et financières. Donc, quand on parle de public-privé, c'est pas une nouveauté parce qu'avant le public travaillait tout seul et le privé tout seul. Aujourd'hui, ce partenariat public-privé, il s'articule partout dans le monde, quel que soit le pays, pour pouvoir avancer et pour pouvoir être dans ce village global où le monde est en train c'est-à-dire les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, enfin les réseaux de l'internet qui permettent une nouvelle implémentation des États dans l'économie mondiale. Donc, quand on parle de public-privé, c'est les intérêts d'abord de l'État, bien sûr, qui sont portés à la fois par l'État lui-même, donc par le public, et aussi par les entités privées, à savoir, si Zakaria a parlé de dons, de banques, d'associations. Donc, tout cela vient dans l'intérêt des États. Maintenant, c'est une relation bilatérale, donc la participation que nous pensons qui va être faite va être celle de l'État des Émirats arabes unis et aussi des investisseurs, c'est-à-dire privés, que ce soit des banques, que ce soit des fonds d'investissement, dans ce méga projet. On parle d'un méga projet. Sincèrement, ces 12 mémorandums d'entente, c'est un travail, c'est les 12 travaux d'Hercule, mais qui sont réalisables, et puis tout a été préparé, comme cela a été dit, pour arriver à la conclusion ou à la ratification ou à la signature, si vous voulez, de ces mémorandums d'entente. Des projets donc réalisables, Monsieur Abou Dahab, selon vous, réalisables en combien de temps? Alors, la machine est mise en branle, le processus étant en marche. Quand est-ce qu'on pourra commencer à voir les retombées, justement? Déjà, il y a l'horizon, la temporalité 2029-2030. Déjà, on s'est fixé cet horizon stratégique. Et d'ailleurs, nous allons assister à des transformations très, très importantes. D'où les investissements, justement, en infrastructure. Absolument. Je voudrais dire une chose importante. À mon sens, quand j'ai vu il y a un paragraphe qui dit ce qui suit, les 2 chefs d'État ont insisté sur l'ambition des 2 pays frères à mettre en place des partenariats économiques stratégiques communs et pionniers au niveau des marchés régionaux et internationaux. Absolument. Pensons au marché arabe. L'accord de libre-échange a été conclu avec les Émirats arabes unis. Le seul pays arabe en dehors de l'accord d'Agadir, qui concerne le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie, ça a été acté dans le cadre, enfin, ça a été annoncé dans le cadre du Conseil économique et social de la Ligue arabe. Aucun pays ne s'est aventuré à le conclure, sauf le Maroc et les Émirats arabes unis. Ça pourrait correspondre aussi, enfin, s'ajouter à la zone de libre-échange continentale en Afrique. On parle d'un marché régional continental. Imaginez 54 États qui aujourd'hui peuvent être aussi investis par un travail en commun. Je peux parler également de la façade atlantique, parce qu'on parle de l'économie bleue, on parle de l'énergie dans la façade atlantique. Absolument. On parle de la lutte contre la piraterie maritime, etc. On parle du dialogue stratégique et sécuritaire. Adaptation de l'agriculture africaine. Vous savez que le Maroc a été pionnier lors de la COP 22 à Marrakech 2016. Il y a eu une mini-COP qui, en fait, avait été lancée suite à l'initiative de Sa Majesté. Sommet africain. Voilà. Sommet africain. Et donc déjà, le Maroc, grâce à l'OCP, surtout c'est une diplomatie verte. Justement, il y a une coopération. Alors, imaginez. Il y a l'un des mémorandums d'entente aussi qui concerne donc une coopération avec l'OCP au niveau des phosphates, des fertilisants, de l'agriculture, surtout avec la sécurité alimentaire, c'est important. Et pour revenir aussi au réchauffement climatique, surtout que l'OCP a
a montré et a prouvé qu'elle pouvait s'adapter au changement climatique avec la création de 6 engrais résistants à la sécheresse. Adaptés aux terres et au sol. Africains. Absolument. Voilà. C'est un accélérateur de changement. Et donc, les deux pays ont le sens de la prospective et de l'art de la conjecture, comme disait Bertrand de Jouvenel. Et donc, on voit très bien que ce partenariat d'exception est véritablement novateur, comme son nom l'indique. Absolument. Nous avons parlé donc de la majorité des secteurs, mais on a oublié le secteur immobilier et celui du tourisme qui ont également été mentionnés dans ces 12 mémorandums d'entente. Oui, Monsieur Sahimi, allez-y. Bien sûr, l'immobilier, c'est un secteur porteur où il y a de gros investissements émiratis. Et en même temps que l'immobilier, il y a le tourisme. Ça a été un facteur d'ailleurs d'accélération de réalisation hôtelière, de complexes, etc. J'y reviens pas, c'est connu. Sauf à relever que nous devons avoir, d'ici 2030, les prévisions pour le mondial, 100 000 lits supplémentaires. Et ça s'applique donc à marche forcée, un grand programme d'infrastructures hôtelières. Je voudrais relever un point qui n'est pas suffisamment signalé, me semble-t-il, c'est la coopération sécuritaire. Il faut le dire. Ce n'est pas dans le communiqué, évidemment, mais c'est un fait. Pourquoi ? Vous savez qu'il y avait un contingent, traditionnellement, dans les années 80-90, il y avait un contingent marocain de plusieurs centaines de personnes, j'ai le chiffre mais je ne peux pas le donner, qui dirigeait, était d'ailleurs par un officier supérieur, et qui assurait la sécurité donc des Émirats. C'est extrêmement important et je peux vous dire c'est une sécurité qui a donné les résultats escomptés parce que c'était une sécurité professionnelle. J'ajoute qu'il y a 1 an et demi, il y a eu également pour la première fois une réunion publique, cette fois-ci, de coopération pour ce qui est de la coopération sécuritaire. Ça s'est tenu en octobre 2022, entre le responsable marocain de la DGSN, DGST, donc c'est Latif Hamouchi, et son correspondant du côté émirati, c'est le commandant général de la police d'Abu Dhabi. Et il y a un cadre qui a été fixé. Un cadre est fixé, pourquoi ? Parce qu'il y a un échange d'expérience, d'expertise, et sur ce plan-là, le Maroc a une expertise particulière pour la lutte contre la grande criminalité, le terrorisme, le blanchiment, les trafics, etc. C'est connu, c'est salué international. Mais il y a eu aussi des sessions de formation à l'Académie de police de Kénitra pendant 2 mois de hauts cadres sécuritaires émiratis. Donc, vous voyez que ça va très loin. Ils ne sont pas allés en Égypte pour se former, ni au Liban, ni ailleurs, parce que d'ailleurs, c'est des pays qui ne sont pas peut-être très compétitifs. Il y a une expertise. Et je crois que cet aspect de coopération sécuritaire était important à relever. Absolument, absolument. L'aspect sécuritaire qu'il ne faut pas oublier. Monsieur El Haraichi, peut-on parler des opportunités qu'offrent donc ces 12 mémorandums d'entente pour le Maroc ? J'aimerais juste continuer sur ce qu'a dit Sissi, c'est que le Maroc aussi, il apporte son soutien qui est ferme et constant pour ce qui est de la souveraineté des Émirats arabes unis. Cela a été tout à l'heure évoqué par Zakaria Bouttaha, mon ami. Donc, pas en octobre dernier, s'il y avait eu réunion sur le plan sécuritaire, il y a eu devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, où le Maroc a émis son soutien pour les îles de Tomb el-Kobra et Tomb el-Soghra et aussi pour les îles d'Abou Moussa. La même chose, le Maroc a condamné l'attaque qui a été faite par les Houthis donc, en janvier sur l'aéroport d'Abu Dhabi et sur la région de Moussafa. Et en même temps, bien sûr, il y a eu l'ouverture du consulat des Émirats arabes unis en 2020 dans la ville de Lyon. Donc, cette relation, au-delà de ce partenariat qui est économique, financier, et puis qui intègre beaucoup de paramètres, il y a aussi ces paramètres géopolitiques, ces paramètres je dirais, sécuritaires et aussi de soutien de l'un envers l'autre. Donc, sur le plan de la déclinaison de ces 12 mémorandums d'entente, c'est sur les sociétés, c'est sur les populations et sur les États. Ça va permettre d'abord, de part et d'autre, un essor
économique. Ça va permettre aussi une forme, si Zakaria a parlé, quand on parle du Maroc, le Maroc c'est la porte de l'Afrique, c'est aussi le pont entre l'Afrique Et l'Europe. et l'Europe. Donc, cette porte vers l'Afrique, et avec le dernier discours de Sa Majesté qui a parlé de ce panatlantisme du Sud, cette Afrique atlantique, ces mémorandums, ces accords vont se convertir d'abord sur la population des deux États, mais aussi sur un plan on va dire régional et multilatéral, au vu des bénéfices et des retours d'investissement que va avoir ces projets. Parce que quand on parle des barrages ou du gazoduc, c'est pas seulement le Maroc ou le Nigeria qui sont concernés, mais tous les États africains. Quand on parle de la pêche et de l'agriculture, c'est la souveraineté aussi alimentaire. Quand on parle de l'énergie, parce qu'on a parlé de l'énergie aussi, la portée de la transformation du gaz, c'est-à-dire l'apport. Donc, il y aura création de l'emploi, création je dirais, d'un climat économique qui permettra au Maroc, pour les projets qui seront là, d'aller encore de l'avant, puisque nous sommes un pays en voie de développement, mais aussi un pays émergent de par ce que nous... Absolument, Monsieur Shimi. Excusez-moi, Monsieur El-Harichi. Confusion. Lapsus. Donc, on arrive au terme de cette émission et je vous laisse l'occasion de dire chacun un dernier mot très rapidement. Je commence par vous, Monsieur Zakaria Bouddahab. Madame Khamchi, vous avez commencé par ce protocole exceptionnel. On peut dire qu'il s'agit d'un partenariat aussi exceptionnel. Ce qui est intéressant à mon sens, même si je ne suis pas économiste, on va dire chevronné, mais on comprend la géoéconomie. Si cela permet au Maroc de gagner des points en termes de produit intérieur brut, en termes de croissance, oui, ça va générer des opportunités d'emploi. Ça va permettre au Maroc aussi d'augmenter en termes de ranking, international ranking, classement international. Chose importante qu'on n'a pas vue sur le texte, c'est la recherche R&D, recherche-développement. C'est extrêmement important. Le Maroc a commencé aujourd'hui à frayer sa voie dans ce domaine, mais il faut encore pousser loin parce que nous avons énormément de potentiel et je crois qu'un partenaire de ce genre pourrait l'accélérer et le doper. Absolument. Un dernier mot, Monsieur Mostafa Shimi. 2 mots. 3 mots, allez. Je vais être bref. Un vœu et un regret. Le vœu, c'est que ce modèle de coopération régionale soit dupliqué ailleurs, notamment au Maghreb et notamment avec les pays arabes. Et le regret, c'est que malheureusement, compte tenu de voisinage que nous avons, etc., nous sommes malheureusement en retard et nous avons raté le Maghreb depuis un demi-siècle. C'est dommage, absolument. Monsieur Ali El-Harichi, un dernier mot, très rapidement. Très rapidement, puisqu'on a parlé par exemple de l'eau, je pense que le ciel nous a écoutés et il commence à pleuvoir à Casa. Alhamdoulilah, absolument. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci à vous, messieurs. Monsieur Moustapha Zakaria Bouddahab. Vous êtes professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Monsieur Moustapha Shimi, votre nom revient très souvent, comme vous le voyez. Vous êtes politologue et professeur de droit également à l'université Mohamed V de Rabat. Et Monsieur Ali El-Harichi, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'université Mondiapolis. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Nous arrivons au terme de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci à vous.